Bonjour à toutes et à tous, je suis Anne-Cécile Maillefer, je suis la présidente de la Fondation des femmes et je vous accueille en live sur Twitter et sur Twitch depuis la Cité Audacieuse qui est le premier lieu dédié au rayonnement des droits des femmes en France qui est à Paris, que je vous invite à découvrir. Cette conférence de presse ce matin, elle est dédiée à la sortie d'un rapport que nous avons fait avec la Fédération nationale Solidarité Femmes et la Fondation des femmes sur le sujet de l'hébergement d'urgence des femmes victimes de violences, mais également la sortie d'une grande campagne d'appel à dons de la Fondation des femmes. Et je vous invite d'ailleurs, et nous vous inviterons tout au long de cette conférence de presse à faire des dons à la Fondation des femmes. Cette conférence de presse, c'est aussi et surtout l'occasion de vous expliquer la manière dont nous concevons les choses et notre plan pour lutter contre les violences faites aux femmes et même, soyons ambitieuses, y mettre un terme un jour. Pour sortir des violences faites aux femmes, le plan de la Fondation des femmes qui vise à récolter 500 000 € d'ici la fin de l'année, c'est un plan qui s'articule sur 2 axes. Tout d'abord, s'en sortir pour les femmes qui sont aujourd'hui, les femmes et leurs enfants qui sont aujourd'hui dans des situations de violence, victimes de violences masculines, pour qu'elles puissent s'en sortir. Vous le verrez dans une première partie, il est essentiel qu'il y ait plus de moyens sur, entre autres, l'hébergement d'urgence. Et puis, dans une deuxième partie, on abordera la question aussi de comment faire pour s'en sortir pour toujours, parce que l'idée, ça n'est pas de vider l'océan à la petite cuillère, mais c'est aussi de peut-être un jour réussir à faire réduire les violences masculines contre les femmes et leurs enfants, et de faire en sorte qu'il y ait, en ayant moins de violences, évidemment également moins de féminicides. Mais pour commencer, la première partie de cette conférence de presse, c'est le lancement de ce rapport que nous avons réalisé avec la Fédération nationale Solidarité Femmes. Donc je suis avec Françoise Brier, qui est la directrice de cette fédération qui regroupe 73 associations partout en France qui hébergent et accompagnent les femmes victimes de violences et leurs enfants. Et puis à ma gauche, Laura Slimani, qui est responsable des projets hébergement à la Fondation des femmes et qui a coordonné à la fois un programme qui s'appelle Abri d'urgence, mais aussi un rapport. Ce rapport, où est l'argent pour l'hébergement des femmes victimes de violences? Alors Laura, je vais d'abord te demander de nous expliquer déjà pourquoi la Fondation des femmes et la Fédération nationale Solidarité Femmes ont décidé de faire ce rapport. Merci Anne-Cécile, bonjour à toutes et tous. Alors il faut savoir que la Fondation des femmes, le cœur de sa mission, c'est de mobiliser et de lever des moyens à destination des associations qui luttent contre les violences faites aux femmes et qui promeuvent l'égalité. Et donc ce rapport « Où est l'argent ?» c'est le 4e rapport que la Fondation coordonne sur cette question. Effectivement, on a décidé cette année de se préoccuper de la question de l'hébergement des femmes victimes de violences parce que on s'est aperçu, même si c'était quelque chose qu'on savait déjà auparavant, mais les 2 confinements ont révélé des besoins extrêmement importants d'hébergement des femmes victimes de violences, de mise en sécurité de ces femmes et de ces enfants confrontés à des violences qui se sont intensifiées pendant les confinements. Et puis c'est aussi une question qui est prioritaire pour les Françaises et les Français, puisqu'ils sont 51% à estimer prioritaire d'ouvrir des places d'hébergement pour ne jamais laisser une femme ou ses enfants qui cherchent une réponse en matière d'hébergement, pour ne jamais la laisser sans solution. Alors, qu'est-ce qu'il dit ce rapport? Parce que moi, c'est vrai qu'en le parcourant tout à l'heure, et d'ailleurs, vous allez pouvoir le retrouver sur le site internet de la Fondation des femmes et en ligne très vite, il y a quand même des chiffres assez inédits et assez surprenants qui, même nous, les associations, nous ont surpris par l'ampleur, en fait, des besoins, des problèmes sur cette question. Tout à fait. Ce rapport, d'abord, la première chose qui nous a surprise, c'est la question des données qui sont extrêmement lacunaires. Il manque énormément de données sur cette question. Donc, on a fait un gros travail pour essayer de chercher ces données, de les trouver. Un gros travail aussi d'écoute et d'échange avec les actrices et les acteurs de terrain. Ce rapport, d'ailleurs, il a été coordonné par Claire Guiraud, qui nous a aidés, parce que c'était un travail extrêmement important. Et donc, effectivement, il a révélé des chiffres qui étaient encore plus importants, encore plus alarmants que ceux que nous avions déjà en tête. Ce premier chiffre, donc, c'est que, d'après les données que nous avons récoltées, 40% des femmes qui demandent un hébergement n'ont pas de réponse qui est apportée à cette demande. Donc concrètement, quand 10 femmes appellent le numéro 115 pour avoir un hébergement d'urgence, qui sont victimes de violences, qui ont peur chez elles, 4, on leur dit non. Oui, à 4 d'entre elles, on n'est pas en capacité de leur donner
une solution, quelque solution que ce soit. Alors c'est un chiffre sur une journée donnée, mais il faudrait être en capacité de l'affiner, mais en tout cas cette donnée-là, elle est quand même particulièrement frappante. Et ensuite, sur 5 femmes qui ont accès à l'hébergement, on sait qu'il y en a une seule qui est aujourd'hui hébergée sur une place qui est spécialisée, qui est adaptée à ses besoins. Et donc, ce qui fait que sur les femmes qui demandent à avoir accès à l'hébergement, finalement, seuls 12% seuls 12% de ces données aboutissent à une place aboutissent sur une place qui est finalement adaptée aux besoins de ces femmes. Une place adaptée, c'est quoi? C'est une place dans une association avec des assistantes sociales qui sont formées, un accompagnement juridique, psychologique, c'est ça, une place spécialisée? Exactement. Dans une des associations du réseau de la FNSF, par exemple. Exactement. Et on sait que c'est la qualité de cet hébergement, elle est cruciale pour permettre aux victimes de violences de s'en sortir. Parce que sinon, s'il n'y a pas cette qualité, le risque de retourner chez le conjoint, il est décuplé. Et puis, dernière donnée, une grande partie de ces personnes qui demandent et qui ont besoin d'hébergement, ce sont des enfants. 50% des bénéficiaires du programme Abri d'urgence sont des enfants. Et ces enfants, ils ont besoin d'être hébergés dans de bonnes qualités pour pouvoir se reconstruire suite à un parcours de violence extrêmement traumatique. Et alors, quelles sont les propositions pour, suite à ces constats qui sont effectivement assez alarmants, quelles sont les propositions? Parce qu'on a quand même vu le gouvernement agir. On ne peut pas dire que le gouvernement n'a rien fait sur cette question depuis plusieurs années, et surtout depuis le Grenelle. Il y a quand même eu des places qui ont été créées. Donc, qu'est-ce que ça veut dire en termes de propositions pour améliorer les choses? Alors effectivement, aujourd'hui, on a un nombre inédit de places fléchées vers ce public, en tout cas à destination du public des femmes victimes de violences, même si elles ne sont pas toutes de la même qualité, et ça fait partie des problèmes aujourd'hui. Nous, ce qu'on estime à travers ce rapport, c'est qu'il y aurait besoin de 15 000 places d'hébergement spécialisées dans des structures et gérées par des associations spécialisées qui doivent être créées. C'est multiplié par 3 le nombre de places quasiment, mais ça veut dire qu'il faudrait multiplier par 5 le budget consacré à l'hébergement des femmes victimes de violences. Pourquoi? Parce qu'il y a besoin aussi de renforcer le coût à la place, puisque c'est ça qui permet cette sécurisation des places, par exemple. C'est quoi, pour le public qui nous écoute, c'est quoi un coût à la place? Ça veut dire qu'en fait, l'État paye pour à la fois les draps, le lit, mais aussi pour la dame qui va... surtout l'accompagnement social, faire en sorte qu'il puisse y avoir un accompagnement juridique, psychologique, du temps de juriste, des choses comme ça. Exactement. Et puis c'est aussi la sécurisation, faire en sorte que les accès soient sécurisés, qu'il y ait un veilleur de nuit qui fasse en sorte qu'un conjoint violent ou un ex-conjoint violent ne puisse pas rentrer dans la structure. Donc tout ça, c'est des coûts qui aujourd'hui ne sont pas suffisamment pris en compte dans la manière dont l'État finance ces places. Et puis dernière proposition, il faut absolument qu'on arrête de dire non à des places qui ont besoin d'un hébergement, à des femmes qui ont besoin d'un hébergement. Et donc il faut qu'on garantisse la mise en sécurité inconditionnelle et immédiate de toutes celles qui en ont besoin. On ne peut pas, on doit cesser de laisser des femmes finalement en danger dans leur situation. Et donner à la Fondation des femmes, c'est aussi permettre à des programmes comme Abri d'urgence qui ont permis ça de perdurer et de se renforcer. Alors justement, on va aborder ce programme dont tu parles qui s'appelle Abri d'urgence. Donc la Fondation des femmes, elle a agi sur le sujet de l'hébergement, ce qu'on ne faisait pas d'ailleurs auparavant, parce qu'avec les différents confinements, il nous est apparu absolument impensable que des femmes, alors que on était confinés et que les violences explosaient, qu'on puisse dire non à des femmes qui cherchaient un abri et un hébergement. Et c'est pour ça que la Fondation des femmes a commencé à financer des nuitées hôtelières. Alors, on va parler de cette question avec la Fédération nationale Solidarité Femmes, donc Françoise Brié, parce que vous êtes vraiment notre partenaire essentiel sur la mise en place de ce programme. On a quand même financé plus de 13 000 nuitées grâce aux dons des Français et des Françaises pour sauver plus de 714 bénéficiaires sur 8 mois, de décembre 2020 à août 2021. Alors, avant qu'on parle de Abri d'urgence et de son impact, puisqu'on a fait une étude d'impact qui est dans le rapport que vous pouvez lire, est-ce que, Françoise, tu veux compléter un peu les propositions qu'a fait Laura Slimani sur comment on peut faire pour améliorer l'accompagnement et l'hébergement, la mise en sécurité, la protection des femmes victimes de violences? Oui, la question de l'hébergement spécialisé. Ouais. La question de l'hébergement. Oui, il marche. La question de l'hébergement spécialisé, elle est essentielle dans des structures
dédié à ces femmes victimes de violences. Vous l'avez dit, c'est la question de l'accompagnement spécialisé avec des professionnels très bien formés et surtout un engagement aux côtés des femmes. Je pense que ça, c'est aussi essentiel dans les centres d'hébergement qui sont sécurisés avec une analyse du danger, l'évaluation du danger, mais également la prise en compte des enfants. Tout ça, c'est des éléments que nous avons bâtis depuis 30 et 40 ans. Et c'est vrai que c'est extrêmement important dans le rapport, c'est la création de ces places d'hébergement dans des structures spécialisées. Parce qu'en fait, vraiment aujourd'hui, besoin de... pour qu'on comprenne bien aujourd'hui, donc on a vu, il y a 12% des femmes et leurs enfants qui trouvent des places dans des endroits spécialisés, et les autres qui trouvent des places dans des endroits pas spécialisés. Alors qu'est-ce que ça veut dire, cette différence? Dans un endroit pas spécialisé, concrètement, c'est que les travailleurs sociaux ne sont pas formés aux violences faites aux femmes, on ne comprend pas bien. Oui, il y a dans ces femmes qui sont hébergées, elles vont au 115, c'est-à-dire dans des lieux qui ne sont pas adaptés à leur sécurité et à l'accompagnement proposé, ou dans des centres qui sont mixtes, c'est-à-dire donc avec des hommes, et donc avec une revictimisation quelque part, parce qu'elles subissent aussi des agressions dans certains centres ou dans des hôtels. C'est les remontées qu'elles nous font régulièrement. Et puis, lorsqu'elles partent loin, elles ne peuvent pas poursuivre l'accompagnement que nous leur proposons dans nos centres d'accueil. Ça veut dire qu'elles doivent faire des transports très importants. Donc, le parcours et l'accompagnement est interrompu. Et donc, d'où l'importance d'avoir aussi des hôtels proches de nos structures dans des conditions adaptées. Et sur la question de la création des places, je pense qu'il faut que le budget qui est alloué à l'hébergement des femmes victimes de violences, il bascule dans le service aux droits des femmes et à l'égalité, dans ce qu'on appelle le BOP 137, qui est le budget spécialisé pour les droits des femmes. Pourquoi ? Parce qu'on a bien vu que sur les auteurs de violences, ce budget a été alloué, en tous les cas, au service aux droits des femmes. Pourquoi pas la question de l'hébergement spécialisé? Donc pour nous, c'est vraiment essentiel. Aujourd'hui, en fait, l'hébergement des femmes victimes de violences est un peu mélangé, même dans la gestion, avec l'hébergement de toute personne en situation de grande précarité. C'est vrai que c'est quand même un public qui a des besoins qui ne sont pas exactement les mêmes. Ce n'est pas juste d'un toit dont elles ont besoin, c'est aussi de cet accompagnement, de cette sécurité, parce qu'elles sont en danger chez elles. Tout à fait. Dans l'articulation, en tous les cas, des politiques publiques, il semble important qu'on puisse basculer ce budget dans ces structures, dans le cadre des plans nationaux de lutte contre les violences, qui sont aussi dans la coordination. Alors, Abri d'urgence nous a évidemment soutenus pour permettre justement une rapidité d'hébergement dans des hôtels de qualité, avec pour les équipes des associations Solidarité Femmes, l'importance de ne pas avoir à rechercher des hôtels, ce qui peut arriver pendant une semaine, 15 jours, avec des recherches qui mobilisent d'autres activités que celles pour lesquelles sont ces professionnels, à savoir cet accompagnement spécialisé et la sécurité. Et donc, cette articulation, elle a vraiment été essentielle parce qu'elle a permis, dans ces hôtels, d'abord, d'avoir une réponse très rapide, c'est-à-dire le soir même, souvent, pour ces femmes. On avait déjà ces expériences avec quelques donc c'était la mise en sécurité immédiate. Mise en sécurité et alors, immédiate. en termes de chiffres, parce que là, on les voit s'afficher, grâce à Abri d'urgence, c'est 7% des besoins d'hébergement des femmes victimes de violences en France qui ont été couverts. Donc ça veut dire que ces femmes-là, sans abri d'urgence, elles n'auraient pas eu de solution. Alors, la crise Covid, comme ça a été dit, a aggravé la situation. Donc, vous avez permis effectivement par vos financements de permettre à ces 7% de femmes d'être hébergées rapidement, d'être accompagnées aussi, de pouvoir être mises en sécurité. Et finalement, les retours au domicile ont été à 3%, ce qui est extrêmement important. Parce que le retour à domicile, ce qu'il faut pour que les gens comprennent bien, le retour à domicile, c'est qu'en fait, il y a des femmes, quand elles s'en vont, si elles sont dans des endroits qui ne sont pas adaptés, en plus de l'emprise psychologique qui est quand même compliquée, elles vont avoir tendance à rentrer chez elles et à se remettre dans des situations dangereuses, quoi. Les conditions d'hébergement dans des hôtels précaires à distance, comme je l'ai dit, évidemment ne facilitent pas la sortie des violences. Les femmes ne peuvent pas entamer leur démarche, elles sont éloignées de la scolarisation de leurs enfants. Et donc, c'est évidemment extrêmement important dans ces hôtels de bonne qualité qu'elles soient suivies, qu'elles puissent profiter aussi pleinement de cet encadrement. Et donc, en fait, le retour au domicile, finalement, à 3%, ça veut simplement dire que les femmes n'ont pas
en tous les cas, ne sont pas dans la pensée effectivement du lendemain, parce que demain je sors de l'hôtel où je vais aller, que va-t-il se passer? Donc ce qui était aussi important pour nous, c'est que ça nous a donné le temps d'articuler la sortie de cet hébergement, soit vers nos structures d'hébergement spécialisées, soit vers le logement, puisqu'on a une plateforme logement à la FNSF. Et donc comment on organise avec les associations de notre réseau à la fois l'évaluation du danger, la coordination de cette action, mais aussi la sortie du dispositif dans des délais rapprochés. Et je pense qu'il faut souligner le professionnalisme des associations spécialisées qui ont 30 ans d'expérience. Elles ont fait vraiment un travail formidable. Et je pense que ces créations de places dans ces structures spécialisées, c'est aussi reconnaître le professionnalisme et la sortie des violences qui est, pour les femmes, qui est vraiment notre pratique professionnelle au quotidien. Et d'ailleurs, à la Fondation des femmes, on vous soutient depuis plusieurs années. Et surtout, dans ce programme Abri d'urgence, on a non seulement financé des nuitées, donc on a payé les nuitées hôtelières, mais on vous a aussi permis de financer l'accompagnement social. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important. Merci beaucoup, Françoise. On vous reposera des questions tout à l'heure. Mais en attendant, je vais demander à nos deux grands témoins sur cette première partie comment faire et pourquoi c'est important de s'en sortir immédiatement avec Mohamed Bouafsi, que je vais appeler ici, et Lucien Douib, si tu veux bien venir aussi. Et toi, allez. Et Muriel Robin, allez. Donc je vais vous donner un petit micro. Alors je vais peut-être commencer par Lucien, voilà, comme ça. Lucien, on a présenté ce rapport. Oui. Alors l'hébergement, c'est un des aspects, parce qu'on a fait d'autres rapports les années précédentes sur d'autres choses, qui montrent qu'il y a aussi des problèmes sur la police, la justice, etc. Comment ce rapport et ce qu'on dit sur le manque de moyens, comment ça fait écho à vous, ce que vous avez vécu, parce que vous êtes le père de Julie Douib, qui a été assassinée en mars 2019 par son conjoint, son ex-conjoint. Comment ça fait écho à des choses que vous avez pu traverser, parce que vous l'avez accompagnée et soutenue dans son parcours quand elle essayait de se sortir de ces violences et des menaces qui la visaient? Oui, moi à l'époque, bien sûr, quand j'étais avec ma fille et qu'elle a été portée plainte à la gendarmerie, ce que j'ai ressenti, c'est que ces femmes qui ont le courage d'aller porter plainte, elles ressortent sans accompagnement, elles ressortent comme elles sont venues, c'est-à-dire qu'on ne leur pose pas la question, où allez-vous, qu'est-ce que vous pouvez faire, est-ce que quelqu'un peut vous accompagner? Non, elle est ressortie du commissariat comme elle est rentrée. Elle a eu la chance d'avoir des amis qui l'ont accompagnée, qui l'ont protégée, mais je sens qu'il y a il y a eu à l'époque un manque d'écoute et de protection. Moi, ce que j'ai un petit peu du mal à digérer, c'est que quand moi j'ai été menacé de mort et que j'étais à la gendarmerie, par son ex aussi conjoint, parce qu'il vous a menacé vous et elle. Absolument, par son ex-conjoint. J'ai été porté plainte, mais je suis ressorti de la gendarmerie comme je suis rentré, c'est-à-dire qu'on ne m'a pas demandé si j'avais peur, si je voulais une protection. Voilà, et je trouve que ça, c'est vraiment une chose qu'il faut qu'on change. Parce qu'une femme qui sort d'un commissariat sans être accompagnée, et je sais que les associations font beaucoup de choses, c'est pour ça qu'il faut absolument faire des dons à la Fédération des femmes, parce que sans argent, on ne peut pas les accompagner. Et si on les laisse sortir des commissariats de police seules, elles n'ont pas 50 solutions. Soit elles retournent chez elles, ou elles sont à la rue. Et si elles retournent chez elles, elles finissent en général comme Julie. Voilà. Est-ce que vous avez vu une différence? Parce qu'en fait, Julie, son féminicide, c'est en mars 2019. Oui. Et c'est vrai que son histoire a beaucoup ému la France, en fait. Aussi et surtout parce qu'elle avait porté 6 fois plainte, qu'elle avait alerté sur le fait que son ex-conjoint avait une arme. Elle avait dit 2 jours avant d'être assassinée sur les réseaux sociaux, il va me tuer, il a une arme, personne ne fait rien. Et donc ça, c'était quand même... les dysfonctionnements ont été flagrants. C'était impossible de nier ces dysfonctionnements. Mais ensuite, grâce aussi à cette visibilité sur cet assassinat, on a quand même eu une mobilisation très importante des associations, de la population et du gouvernement aussi, puisqu'il y a eu le Grenelle des violences conjugales que nous, à la Fondation des femmes, on avait demandé.
suite aussi à, à l'histoire de Julie. Bien sûr. Et grâce aussi à vous, parce que vous avez beaucoup pris la parole à ce moment-là. Est-ce que vous avez vu une différence dans la manière dont aujourd'hui les associations peuvent avoir des moyens pour continuer à accompagner? Est-ce qu'il y a quand même eu des choses qui se sont améliorées, un soutien de l'État? Oui, depuis le Grenelle, je me suis aperçu quand même qu'il y avait pas mal d'évolutions, d'écoute, de financement aussi, mais bien sûr, c'est pas assez. Mais encore une fois, je trouve qu'en tant que famille de victimes, que ça va pas assez vite. C'est-à-dire que pour sauver une femme qui va encore dans un commissariat, il faut des moyens, bien sûr, mais il faut être réactif tout de suite. Et sans moyens, vous ne pouvez pas le faire, parce que c'est prendre une femme tout de suite, la sortir de ce commissariat, l'emmener dans un centre d'hébergement, et continuer après à la protéger. Parce qu'une fois qu'elle est protégée, elle est perdue. Elle est perdue. Et sans les associations, elle ne peut rien faire. Voilà, encore une fois. Il faut prendre la mesure de la dangerosité de leur situation, parce qu'un homme violent est un homme qui peut être extrêmement déterminé et qui, lui, est rapide. Voilà. Et qui, lui, est réactif et qui, lui, connaît tous les points faibles. Voilà. Puis, de toute façon, un homme violent, je pense que rien ne l'arrêtera. On aurait pu sortir Julie de Corse. Je pense qu'il aurait été capable de la suivre. Donc, de toute façon, c'est vraiment les prendre, les déplacer, les protéger, incognito en plus. Moi, j'ai eu l'expérience de jeunes femmes qui sont venues me voir pour m'expliquer qu'elles étaient violentées. Et je me suis senti perdu parce que quand je les ai mis entre les mains d'associations, j'ai appris qu'elles n'avaient pas d'argent, que les villes où elles étaient n'avaient plus de maison d'hébergement subitement. Et elles ne peuvent pas s'en sortir. Il faut absolument leur donner les moyens de faire beaucoup de choses. Même si ça a changé, même si le gouvernement travaille dans notre sens. La police réagit plus vite. Mais ce n'est pas suffisant. Mais ce n'est pas suffisant puisque, encore une fois, ces 101 femmes qui ont été assassinées depuis janvier, ont le même parcours. Elles sont ressorties. Oui, la plupart d'entre elles avaient soit signalé des violences, soit avaient été identifiées comme étant victimes. Voilà, il y a toujours ce manquement. C'est pas juste qu'elles parlent pas, quoi. Non, voilà, absolument. Merci beaucoup, Lucien. Mohamed Bouafsi, merci beaucoup d'être là à nos côtés. Merci à vous, merci pour l'invitation. Vous êtes l'auteur de Rêver sous les coups, donc un ouvrage que vous avez sorti il y a une semaine ou 10 jours, je crois, quelque chose comme ça, qui est donc un livre autobiographique dans lequel vous expliquez votre parcours à vous et le parcours de votre maman. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu, nous résumer en quelques mots, parce que ça avait quand même été 8 ans sous les coups. Donc déjà un petit peu nous expliquer vous votre parcours, et ce que vous en avez retenu, et ce que vous souhaitez en dire en fait, surtout par rapport à ce qu'on vient de dire. Alors, ce livre, il a été écrit pour rêver sous les coups. Il a été écrit pour être utile aux autres personnes, puisque je raconte dans ce livre, dans cet ouvrage, les 8 ans passés avec mon père. Je suis né le 17 mai 1992, il est parti le 1er avril 2001, et pendant près de 8 ans et demi, donc jusqu'à quasiment 9 ans, il a été un père violent, un père qui m'a beaucoup tapé, qui a beaucoup tapé ma mère, qui avait une emprise sur elle, une emprise psychologique, une emprise physique, une emprise par les papiers, une emprise par le fait qu'il lui disait qu'il allait m'enlever. Et jusqu'à 4-5 ans, j'ai très peu de souvenirs. On parle d'amnésie traumatique dans ces cas-là. J'ai très peu de souvenirs de ce que j'ai vécu avant 5 ans. Et mes premières images de mes 5 ans, c'est de voir ma mère se faire complètement casser la gueule, de la voir tuméfiée, de la voir avec des côtes fêlées, la dentition éclatée. Et j'ai compris que quand je sautais sur mon père, quand j'allais dans ses jambes, il arrêtait de taper ma mère pour me taper moi. Donc ça a été ensuite plusieurs années très très compliquées avec mon père. Et il y a quelques mois, j'ai vu un enfant, un petit Daoudja qui est mort dans le 93 à 6 ans et demi. Ça a réveillé quelque chose en moi. Et donc j'ai écrit ces 8 années horribles avec mon père. Ses coups, ses arcades sourcilières pétées, ses coups sur les côtes, ces moments où aussi il a tenté de m'enlever. Pour repartir en Algérie. Ouais. Oui, à Marseille, il m'a emmené à Marseille pour prendre le bateau pour aller en Algérie. Et donc j'ai raconté tout ça dans ce livre, non pas pour, tout le monde m'évoque ça pour me libérer parce que je me sens apaisé, mais pour que ça soit utile aux autres personnes, pour que ça soit utile aux autres enfants qui se libèrent,
qui s'apaise aussi, et surtout utile aux mères parce que ma mère a longtemps pensé qu'il était intéressant de rester pour avoir un cadre familial, pour que j'ai mon père, etc. Elle ne se rendait pas compte de ça et elle souffrait. Et moi, ce que j'ai à dire surtout, c'est qu'il n'y a aucune forme de jugement dans ce livre parce qu'on est toujours en train de juger. On est une société du jugement et on est une société qui juge beaucoup les femmes battues. Ah, elles auraient pu partir. Ah, elles auraient pu quitter la maison. Mais on ne sait pas tout ce qui se passe derrière. On ne sait pas, par exemple, que moi, ma mère travaillait beaucoup, que mon père ne travaillait pas et qu'il lui prenait tout l'argent. On ne savait pas que ma mère avait pas de papiers et mon père avait les papiers, que lui était d'une famille influente, que ma mère n'était pas d'une famille, était issue d'une famille modeste. Donc, moi, Il y avait des tas de systèmes d'emprisonnement. C'est pas simple de s'en sortir. Non, parce que c'est des emprisonnements de tous les côtés. Moi, je dis souvent que ma mère était prise en otage par mon père, qu'on était avec un tortionnaire et que de tous les côtés, elle ne pouvait pas s'en sortir. Elle a essayé à plusieurs reprises de partir. Moi, je suis bouleversé en entendant le témoignage de Lucien, puisque j'avais suivi ce drame incroyable qui avait résonné aussi en moi, parce que ma seule pensée quand j'étais plus jeune, c'était de me dire « je veux mourir avant ma mère ». Et c'est pas normal quand on a 8 ans, quand on a 6 ans, quand on a 5 ans. Mon seul plaisir, ma seule façon de rêver sous les coups, tous les jours, c'était de me dire je veux pas que ma mère, elle meure. Donc tous les jours, je remerciais le bon Dieu avec une petite prière juste avant de dormir. Merci mon Dieu que ma mère soit encore en vie. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui est dramatique pour la construction intellectuelle Absolument. et idéologique et la construction juste psychologique d'un enfant. Ce qui est très fort aussi dans votre témoignage, et merci beaucoup d'être là ce matin et de nous redire ça. Merci Et de à l'avoir si bien écrit dans votre ouvrage, c'est qu'en fait, ça permet aussi de faire en sorte que l'opinion publique se rende compte aussi que les violences faites aux femmes sont aussi des violences faites aux enfants. Et que lorsqu'une femme est victime de violences de la part de son conjoint et qu'elle a des enfants, ces violences aussi résonnent. Alors vous, en plus, il y a eu des violences physiques contre vous, mais même certains pères qui ne frappent pas leurs enfants, les violences physiques qu'ils imposent, qu'ils commettent sur leur femme ou la mère des enfants, provoquent aussi évidemment des traumatismes qui sont difficiles, que vous avez surmontés, mais qui sont difficiles à surmonter. Votre parcours est absolument exceptionnel. Parce que vous êtes aujourd'hui quand même un journaliste extrêmement reconnu, vous avez une force incroyable, vous avez réussi, moi je l'ai encore relu là dans votre livre, vous avez quand même réussi à, enfin voilà, je ne sais pas comment vous avez fait, mais vous avez une force de résilience et de vivre très forte, mais malheureusement ce n'est pas forcément le cas de tout le monde, et c'est très important de comprendre ça, pour comprendre aussi que dans l'accompagnement des femmes, c'est pas juste les femmes, c'est aussi leurs enfants, parce que dans le cas de Julie, ce qu'on a vu aussi, c'est que si Julie Douib n'est pas partie de Corse, c'est aussi parce qu'elle ne voulait pas laisser ses enfants sur l'île, et malheureusement, il avait la garde. Donc les sujets de garde d'enfants aussi sont au cœur pour aider les femmes à se libérer. Il faut aussi vraiment protéger aussi les enfants pour protéger les femmes, et inversement protéger les femmes pour qu'elles puissent protéger leurs enfants. Il y a plein d'utilités à ce récit, mais aussi à ce que vous faites à travers la Fondation des femmes, à travers l'engagement de personnalités importantes comme Muriel Robin, qui a proposé un film sur Arte il y a quelques jours, qui est juste exceptionnel. Allez voir ce film sur Arte, ça montre l'emprise, ça montre la capacité aussi des victimes à se relever. Et l'objectif, c'est de libérer ces enfants, libérer ces femmes, et dire on n'est pas tous des papas et des mamans. On est des pères, on est des mères, mais on n'est pas tous des papas et des mamans. Père, mère, c'est biologique. Papa et maman, c'est un comportement qu'on acquiert pour ses enfants. Et donc, je m'en suis sorti parce que ma mère a été exceptionnelle. Ce livre, c'est aussi une déclaration d'amour pour ma mère. Je suis quelqu'un d'assez pudique. Je lui dis « je t'aime » dans le livre, donc c'est quelque chose qui m'émeut. Parce qu'on est dans une société qui ne met pas forcément en avant nos parents, qui ne met pas forcément en avant nos mères. C'est le métier le plus dur au monde, mère. C'est 9 mois de souffrance et c'est 18 ans de galère derrière, ou 20 ans minimum. Je le confirme, ouais. Et donc, je pense que ces femmes-là, on doit les accompagner. Et ce que je veux dire aussi, c'est que les enfants ne sont pas des victimes, les femmes ne sont pas des victimes, et on doit un peu changer la honte de camp. La honte, elle doit être chez les agresseurs, et on doit prioriser nos engagements. Je l'ai dit, on en a beaucoup parlé ensemble, Anne-Cécile, mais quand on crée une réalité virtuelle pour des prisonniers et que ça coûte 117 000 €, et que ces prisonniers, on le crée parce qu'on a l'objectif qu'ils voient la violence dans le regard d'un enfant, il faut savoir qu'il n'y a pas de déterminisme à la violence, mais il y a une sociologie de la violence. Et souvent, un homme qui bat une femme, c'est un ancien enfant qui a vécu des violences physiques, psychologiques ou sexuelles. Donc il faut casser cette chaîne de la violence, mais il faut surtout prioriser le sauvetage de ces femmes comme
Julie, qui ont souffert et les accompagner. Il faut plusieurs réponses. Il faut tout d'abord permettre aux enfants, aux adultes de se libérer, de s'apaiser, de parler. Ensuite, dans un deuxième moment, casser la chaîne de violence, dire à ces enfants, vous n'êtes pas seuls si vous avez vécu ça. Et le troisième truc, c'est hiérarchiser. C'est sauver ces femmes. La priorité, ce sont ces femmes. Ces 27, 28 détenus là, qui vont voir ce truc là, de réalité virtuelle, ils l'ont vu enfant, la violence. Ils l'ont vu enfant. Ça ne changera rien chez eux. En revanche, avec 117 000 €, on aurait permis à 29 femmes, plus Julie Louis, de sortir de la galère et d'être pendant 4 mois protégées. Parce qu'il faut 4 mois à une femme pour se relancer dans la vie. 4 mois. Et donc, il faut accompagner ces femmes-là. Moi, je suis très ému en parlant de ça, parce que ma mère, elle n'a pas été accompagnée, mais ma mère, elle avait la force et aussi le caractère. Et elle avait ma sœur qui était à côté d'elle, qui l'accompagnait, qui nous a sauvés aussi. Et des voisins aussi. Et des qui, voisins, qui Nadir ont et été Aïda. empathiques. Et Voilà, et bienveillants. Nadir et Aïda qui nous ont sauvés. Et donc, il y a 27 cm dans un appartement, une paroi entre des voisins et un couple qui souffre. Vous savez, je suis très ému en voyant Lucien, parce que Julie, elle a dû croiser des gens sur sa route qui auraient pu lui tendre la main, et qui auraient pu tendre la main à ses enfants aussi. Et ça n'a pas été le cas. Et l'objectif de fond aussi, c'est que la justice réponde à ces attentes. En un mot, une femme qu'on a voulu sauver à Lyon, qui avait un bébé qui était atteint du syndrome de mort subite, c'est-à-dire qu'il faut que, si le cœur s'arrête, il faut qu'une machine reparte. On l'a sortie de son appartement avec une association. Le juge a proposé une conciliation pour qu'elle reparte avec son mari, qui pendant 6 ans la battait. Et on n'a pas été capable pendant 3 mois de lui trouver un appartement. Elle dormait dans un foyer pour personnes sans papier et migrants. Oui. Voilà. Donc cette réponse-là, voilà, c'est ça, c'est ce discours-là que nous on Oui. essaie de Et il faut montrer, accompagner, quoi. Faut il faut ouvrir accomp- les yeux, quoi. il Sur faut ce qui se passe. accompagner, il faut bien évidemment donner des moyens à la Fondation des femmes qui fait un travail exceptionnel, un travail fantastique. Écouter ces femmes, ne pas les juger. Et troisième élément, intervenir. Appeler le 17, appeler le 119 pour un enfant, appeler le 3919, des numéros qui doivent entrer dans notre vie. Parce que si on continue, c'est pas un féminicide qu'il faut arrêter. Un féminicide, c'est dramatique, mais on n'en vit pas un depuis le début de l'année, on en vit 101. Merci beaucoup Mohamed. Alors ça fait tout à fait écho à... En tout cas, c'est une excellente transition pour Muriel, parce que comme Mohamed Bouafsi le disait, il y a sauver celle aujourd'hui, et puis comment on fait pour casser cette chaîne aussi de violence sur le long terme. Et vous, Muriel Robin, vous avez des événements qui vous ont permis d'ouvrir les yeux sur ce sujet. Et est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur votre prise de conscience et l'importance que de nombreuses personnes en France, et qu'on convainc de plus en plus de personnes à ouvrir les yeux et agir sur le sujet? Oui, c'est-à-dire que, d'abord, je vous remercie tous les deux vraiment d'être là. C'est bouleversant de vous entendre et tellement important pour porter le sujet. Mais j'ai fait partie de celles et ceux qui n'avaient rien vu, voilà, vivaient avec. Voilà, c'était rangé quelque part, et on est très, très, très nombreux et nombreuses. On a le droit de se réveiller que maintenant. Parce que, et d'ailleurs c'était le cas, puisque certainement que le film Jacqueline Sauvage, qui est passé à la télé, qui a été regardé par près de 9 millions de personnes, d'abord le fait même que les gens regardent, c'est qu'il y avait une envie de savoir que tout d'un coup, un réveil, il y a eu une sorte de pouf comme ça sur 9 millions, ils se sont dit, tiens, on va, quand même, qu'est-ce que c'est, qui permettait de sortir du jugement un peu rapide, effectivement, de dire, oui, ben, Serge Maria, il n'y a qu'à partir. Sans, je crois vous l'avez bien dit, partir n'est pas la solution, on a compris pourquoi c'était compliqué. Donc, moi, du coup, je me suis engagée, j'ai découvert, puis voilà, et je pense que cette mobilisation, il faut qu'elle soit élargie de plus en plus, cette prise de conscience, parce que ça sera notre force. Et puis, on va parler d'argent, parce qu'il s'agit de ça quand même aujourd'hui, d'un appel aux dons, et que plus on sera nombreux à donner, plus on pourra, vous pourrez, les associations et la Fondation des femmes, surtout, pourra faire un travail de fond pour l'éducation, pour envoyer plus de messages, parce qu'il s'agit bien sûr de sauver des vies, mais comme vous l'avez dit au début, même si c'est il faut arrêter les violences, il y a un travail de fond à faire. Il faudra un jour, il faut y croire, il faudra qu'on soit encore vivant pour le vivre, il faut qu'il n'y ait plus de violence. Donc il y a un vrai travail d'éducation, il faut de l'argent. L'argent est le nerf de la guerre. Moi, je ne suis que voilà, devenez comme moi, si je puis dire, imitez-moi, si vous voulez, que pour ça, hein, parce que pour le reste, franchement, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à prendre. Enfin bon, peut-être si j'ai des mains à peu près jolies, donc prenez mes mains si vous voulez, mais bon, c'est ce qu'on m'a dit encore. Bon,
soyez avec nous pour ça, soyons ensemble, cette fameuse sororité, ce mot qu'on emploie beaucoup, tant mieux, il existe, et c'est vrai, et d'ailleurs c'est très bien qu'on l'emploie beaucoup, parce qu'on a tellement employé l'autre, fraternité, oui, sororité, et fraternité aussi. Les hommes aussi doivent être avec nous, ça serait formidable, et moi je trouve ça, que toi tu sois là, mais vous êtes concernés, mais même si vous n'êtes pas concernés, il faut ouvrir une part de son cœur à se dire c'est très près de nous. C'est très près de nous, c'est là, c'est à côté, la cloison 23 cm, mais la maison 3 mètres, pas loin, autour, une cousine, un ami, une sœur, qu'est-ce qu'il y a? Soyons curieux, voyons, allons chercher, tiens, qu'est-ce que... Moi, c'est vrai que maintenant, quand je vois quelqu'un qui rentre chez moi, ça m'est arrivé l'autre jour, une femme qui avait un truc là, je lui dis, ça va? Ça va? Vous êtes... elle m'a dit, je suis tombée, vous êtes sûre? Dites-le moi, parlons si vous voulez. Et faut que les gens ne soient... En fait, il faudrait pouvoir dire ça et que la femme qui entendra ça ne soit pas choquée en se disant de quoi vous vous mêlez. Soyons ensemble. Ensemble. Donc maintenant, si on croise quelqu'un, oui, on est à la maison. Qu'est-ce que t'es sûr? Parle-moi. On va t'aider, je peux t'aider. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Parce qu'il faut vraiment... Soyons à la hauteur de ce qui se passe, qui est insupportable. Enfin, on ne peut pas voir des femmes mourir tous les 2 jours ou 2 jours et demi comme ça, sans rien faire. Soyons avec elles, comme on aimerait qu'on soit avec nous si ça nous arrivait. Parce que, voilà, je n'ai pas d'autre discours, les dons pour faire encore plus de travail. Merci beaucoup, Muriel Robin. Alors, effectivement... pour sensibiliser les Français et les Françaises qui sont quand même de plus en plus sensibles à ce sujet, et ça c'est quand même une très bonne nouvelle, mais pour continuer à les sensibiliser et à les inviter à agir aussi, parce que nous souvent on a des personnes qui nous disent mais effectivement je réalise que, et qu'est-ce que je peux faire? Et ben dans les choses très utiles que vous pouvez faire, c'est des dons à la Fondation des femmes. Comme vous l'avez vu tout à l'heure, on agit à la fois sur le très court terme pour soulager les associations qui ont des besoins immédiats pour ne jamais avoir à dire non à une femme qui est victime de violence et ses enfants, et puis aussi le long terme. Et donc ça, c'est vrai que c'est peut-être un angle mort aujourd'hui de ces dernières années. En fait, on a très peu, et c'est pour ça que la campagne de la Fondation des femmes cette année met l'accent aussi sur les enfants et sur l'entourage, les enfants. C'est parce qu'en fait, il faut aussi penser à la génération qui vient, à la génération qui est là et qui vient. Parce que pour arrêter les violences faites aux femmes, il faut prendre le problème, le mal à la source. Et donc, il faut qu'on puisse envoyer aussi des messages aux enfants et donc financer des actions de sensibilisation, de prévention. Et pour ça, il faut aussi des moyens. Donc des moyens pour s'en sortir immédiatement, mais aussi des moyens pour s'en sortir sur le plus long terme. C'est aussi un angle mort en termes de politique publique sur l'éducation. Il y a une campagne de Nous Toutes, une enquête de Nous Toutes qui a été dévoilée lundi dernier. Plus de 2 lycées sur 3 n'ont pas de référent égalité, notamment chargé de la prévention des violences sexistes et sexuelles. Donc ça veut dire qu'en fait, ce qu'on voit d'ailleurs assez fréquemment, c'est que parfois il y a un enthousiasme politique, une bonne volonté, et puis on vote des lois, et en fait après sur le terrain, quand on essaie de voir ce qui se passe vraiment, on se rend compte qu'à côté de chez nous, c'est pas vraiment fait, ça se passe pas, sauf qu'on est sur un problème très grave avec des femmes qui sont en danger de mort, et donc il faut absolument être beaucoup plus efficace. Et donc, il faut absolument que le gouvernement, déjà, fasse en sorte, rendre plus effectifs les mesures qu'il prend. Et puis, nous, ce qu'on va faire, on va financer, grâce à vos dons, non seulement l'accompagnement des femmes, mais aussi, toute l'année 2022, nous allons financer des actions de sensibilisation et de prévention, en particulier auprès des jeunes, pour contribuer à cette culture de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la non-violence, parce que c'est comme ça qu'on arrivera à mettre un terme aux violences faites aux femmes sur le long terme. Donc, vous allez découvrir la campagne qu'on lance à partir d'aujourd'hui. Je vous préviens, elle dit les choses, donc elle n'est pas forcément facile à regarder, mais en tout cas, elle dit les choses. Et pour nous, c'est extrêmement important que, comme vous avez pu l'entendre avec Lucien Douib ou Mohamed Bouafsi, en fait, la réalité est extrêmement violente. Et puis, et avant de vous montrer le clip, j'aimerais aussi ajouter une petite chose sur les mesures qui peuvent être prises par nos responsables publics, donc non seulement pour faire en sorte qu'à l'école, il y ait vraiment les choses qui soient vraiment mises en place, et il y a un autre sujet aussi qui nous inquiète fortement, c'est en ce qui concerne, et parce que ça fait partie des violences faites aux femmes, la manière dont les mineurs aujourd'hui ont un accès incontrôlé à la pornographie. Il y a des lois aussi qui ont été votées récemment, mais qui ne trouvent aucune traduction concrète, puisqu'aujourd'hui, un
mineur. Donc un mineur sur 3 de moins de 12 ans a accès régulièrement à la pornographie. Et vous savez ce qui se passe sur ces réseaux en ligne qui montrent des vidéos pornographiques. Non seulement c'est de la pornographie, mais en plus c'est souvent extrêmement violent. Alors, en termes de réponse, donc là, ce que vous voyez s'afficher, c'est notre plan. Donc, grâce aux dons que vous allez nous faire, on va pouvoir à la fois aider les femmes à sortir à partir du domicile en finançant 5000 nuitées d'hébergement, donc en relançant le programme Abri d'urgence qu'on avait dû arrêter faute de moyens financiers. Nous allons continuer tout ce qu'on fait en termes d'accès aux droits, puisque nous avons des avocates et des avocats qui viennent renforcer le travail des associations partout en France. Nous allons continuer à pousser l'éducation au consentement et à l'égalité entre les femmes et les hommes, et éduquer à l'égalité avec le financement de campagnes de sensibilisation et d'éducation. Donc aidez-nous à réaliser ce plan, et pour ça on a besoin de vous et de dons. Et donc je vous laisse maintenant découvrir le clip de la Fondation des femmes que vous allez voir sur vos écrans jusqu'à la fin de l'année. Ça c'est maman, elle en peut plus. Des gros mots, des coups. Papa nous avait juré qu'il recommencerait plus. Mais ça a continué, plus fort. Alors, avec maman, on est parti. Mais on n'avait nulle part où aller. Et comme il n'y avait plus de place dans les associations, on est rentré à la maison. Parce que les associations manquent de moyens, chaque année, des milliers de femmes victimes de violences et leurs enfants se retrouvent sans solution. Pour les aider, faites un don sur fondationdesfemmes.org. Voilà, vous avez découvert le nouveau clip de la Fondation des femmes, le nouveau clip d'appel à dons. Comme vous l'avez compris, nous avons besoin de votre soutien financier pour pouvoir financer toutes ces actions partout en France. Pour rappel, la Fondation des femmes finance des associations partout en France, qu'elles soient petites ou qu'elles soient plus grosses, les associations spécialisées sur les droits des femmes. Et nous sommes aujourd'hui la fondation de référence en France pour les droits des femmes. Nous avons, depuis notre création, il y a quelques années, reversé 5 millions d'euros grâce à vous à des associations partout en France. Donc continuez à nous aider pour que nous puissions continuer à soutenir leur travail qui est absolument fabuleux. Vous avez vu Françoise Brier tout à l'heure, directrice de la FNSF. Elles sont des centaines en France, des directrices d'associations ou de centres d'hébergement, et leurs travailleuses sociales avec elles à faire un travail fabuleux, et il faut continuer à les aider. Vous découvrez aussi sur votre écran la fiche de la campagne qui sera également visible sur des panneaux, y compris des panneaux numériques sur les abribus, dans le métro et ailleurs. Et vous voyez ce cycle des violences, ce cercle infernal des violences que nous souhaitons rompre grâce au financement d'actions. Donc là on parle il m'insulte, il me frappe, je pars, mais hébergement complet, je rentre. Mais s'il n'y a pas que l'hébergement d'urgence qui compte, évidemment, il y a aussi l'accompagnement psychologique et social. Et on va financer aussi, comme je vous l'ai dit, des actions en termes de sensibilisation et de prévention auprès des plus jeunes pour aussi accompagner au maximum les enfants qui sont vraiment essentiels. Je vous donne rendez-vous donc déjà sur notre site fondationdesfemmes.org pour faire un don. Et aussi, n'hésitez pas à nous rejoindre samedi, puisque samedi, nous serons dans les rues de France, partout en France, puisque c'est la manifestation nationale contre les violences faites aux femmes, qui est le même jour que la Journée internationale des droits des enfants. Donc cette année, c'est vraiment main dans la main. La violence contre les femmes et la violence contre les enfants, c'est la même source. On est sur les mêmes problématiques. Donc nous combattrons ensemble les violences machistes et masculines contre les femmes et les enfants. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette conférence de presse et je vous donne rendez-vous samedi, et sinon on espère dans quelques semaines pour de nouveaux événements de la Fondation des femmes. Merci à vous d'avoir été là avec nous. Je sais que votre temps est précieux, donc merci beaucoup. Au revoir.